Tu es avocate et tu ne vaux rien, m'a dit mon père au dîner. Alors, va demander de l'aide à ta fille chérie, lui ai-je répondu juste avant qu'Amanda ne perde tout et qu'il vienne mendier de l'argent. Tout a commencé 5 ans plus tôt, le jour où Amanda est devenue avocate. Elle est entrée chez nos parents, son diplôme d'une main et une lettre d'embauche de l'autre. À partir de ce moment-là, elle a été traitée comme de la royauté tandis que moi, j'étais invisible. Mes parents n'ont jamais cherché à être justes, mais après ce jour, ils ne se contentèrent pas de lui faire des faveurs, ils se moquèrent ouvertement de moi. Elle est avocate et tu ne vaux rien, a répété mon père lors d'un dîner familial. Ma mère a ri si fort qu'elle s'est essuyé les yeux. Amanda n'a même pas fait semblant de s'en soucier, elle a simplement souri et siroté son vin, agissant comme si elle était trop bien pour nous. Après cela devint leur routine favorite. À chaque fête, anniversaire et ennuyant dîner du dimanche, ils s'assuraient de m'humilier. Quand je parlais de mon travail, mes parents levaient les yeux au ciel. Si je mentionnais un projet que je voulais entreprendre, ma mère rétorquait, « Peut-être qu'un jour tu trouveras quelque chose. » Mon père soupirait et secouait la tête. Avec le temps, Amanda est devenue de plus en plus cruelle. Une fois, Guillermo le nobody m'a appelé devant une foule de proches. « Mets ça sur ta carte de visite », a-t-elle plaisanté sans s'arrêter là. Quand elle a acheté une nouvelle voiture, mes parents en parlaient constamment, se demandant quand je me débarrasserais de mon vieux tas de ferraille. Quand elle a pris un appartement, ils ont insisté sur le fait de savoir quand je cesserais de vivre comme un étudiant. Quand elle voyageait, on me rappelait que si je fournissais plus d'efforts, moi aussi je pourrais partir en vacances. J'ai lutté, gardé le silence, évité leurs visites. Rien de tout cela n'a changé quoi que ce soit. Dès que je franchissais le seuil de leur maison, je redevenais leur blague. Mes seuls défenseurs furent mes grands-parents. Un jour, mon grand-père a dit à mon père d'arrêter, mais il a simplement ri en répondant, « Nous ne faisons que plaisanter. » Ma grand-mère affirmait être fière de moi, quoi qu'il arrive, mais cela n'a rien résolu. Amanda restait la préférée et moi, j'étais celui qu'ils auraient aimé voir disparaître. Puis, cela se passa hier. Il était tard, presque minuit, quand mon téléphone a sonné. C'était Amanda. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Elle pleurait, ivre et effrayée. Elle avait besoin d'aide. 6 mois auparavant, elle m'avait appelé sans crier gare, disant qu'elle avait besoin d'argent rapidement, juste en attendant la sortie de mon prime. Je n'ai pas posé de questions. Je lui ai envoyé $200, en lui demandant de me le rendre quand elle pourrait. Elle ne me l'a jamais remboursé. Maintenant, elle rappelait, mais cette fois, ce n'était pas juste pour de l'argent. Je n'ai nulle part où aller, pleura-t-elle. S'il te plaît, Guillermo. J'aurais dû refuser. J'aurais dû lui dire de se débrouiller seule, mais à la place, je lui ai demandé ce qui s'était passé. C'est alors qu'elle s'est enfin ouverte. Entre des sanglots et des hoquets, elle avoua la première chose. Elle avait été licenciée depuis des mois. Le grand travail dont nos parents ne cessaient de se vanter n'existait plus. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle ne voulait pas le dire. Elle répétait seulement, peu importe. Ce n'était pas juste. Il voulait que je parte. Je suis resté là, trop choqué pour répondre. Ma sœur, celle qui avait toujours été louée, qui avait passé des années à agir comme si elle était supérieure, celle que nos parents affichent comme leur plus grande réussite, maintenant sans emploi. Je ne pouvais pas y croire. « De quoi as-tu vécu ?» demandai-je enfin. Elle n'a rien dit dans un premier temps. Puis elle a révélé la surprise suivante. Elle avait dépensé tous ses économies. Elle avait atteint la limite de toutes ses cartes de crédit et contracté plusieurs prêts. Quand cela n'a pas suffi, elle s'est tournée vers maman et papa pour obtenir de l'aide. Cette partie m'a le plus surpris. Je suis resté figé, le téléphone serré dans la main, tentant d'absorber ce qu'elle venait d'admettre. « Tu leur as demandé ?» ?»« Oui, » murmura-t-elle. Elle était allée voir nos parents. Elle leur avait dit qu'elle avait des problèmes, non seulement une fois, mais pendant des mois. Et leur réponse avait été de l'aider, de payer son loyer, de couvrir ses factures, de s'assurer qu'elle ne soit pas en difficulté. Ces mêmes personnes qui se moquaient de moi quand j'avais besoin d'aide, qui m'appelaient inutile, qui se moquaient de mon travail et levaient les yeux au ciel à chaque fois que je faisais quelque chose. Ils m'avaient dit d'arrêter de me plaindre quand je leur demandais du soutien, mais pour Amanda, ils lui avaient secrètement donné tout, comme si elle était trop fragile pour échouer. Et pourtant, ce n'était même pas le pire.
Après une pause, elle admit encore plus. Non seulement ils l'aidaient, mais ils avaient besoin d'elle. Amanda les avait maintenus à flot pendant des années. La maison dans laquelle ils vivent, les voyages qu'ils ont faits, le nouveau canapé, les dîners élégants, tout cela était grâce à elle. Ils se comportaient comme des gens travailleurs et normaux, mais leur mode de vie confortable dépendait d'elle et maintenant elle n'avait plus rien. J'ai dû quitter mon appartement, murmura-t-elle. Je ne pouvais plus me le permettre. J'ai vendu ma voiture. Je suis complètement ruiné. Je me suis retrouvé dans la dèche. Les mêmes personnes qui m'ont dit d'être un homme et de me confronter à la vie avaient secrètement dépendu de ma sœur. Ceux qui se moquaient de moi parce que je ne gagnais pas 6 chiffres avaient vécu grâce à son argent tout ce temps. J'avais envie de crier, avais envie de briser mon téléphone, mais je me suis contenté de demander « Que veux-tu de moi ?» Elle est restée silencieuse. Puis est venue la réponse douce et basse. « J'ai besoin d'aide. » J'ai laissé ces mots rester en suspens. J'avais l'impression que le monde était devenu à l'envers. La sœur qui avait toujours agi comme si j'étais inférieur à elle, maintenant me suppliait. Celle qui n'avait jamais eu besoin de personne était désormais ruinée, effrayée et seule. J'aurais pu me sentir mal. Peut-être que l'ancien moi l'aurait ressenti, mais à la place, j'ai ri. J'ai ri jusqu'à en avoir les yeux embués de larmes, car pour une fois, je n'étais pas celui qui se trouvait au bas de l'échelle et je savais exactement ce que j'allais faire ensuite. J'ai fait une pause avant de laisser Amanda emménager. Une grande partie de moi voulait dire non. Je voulais lui dire de régler ses affaires comme je devais le faire. Mais autre chose, peut-être la curiosité, peut-être quelque chose de plus sombre, m'a poussé à vouloir voir ce qui se passerait quand elle n'aurait d'autre choix que moi. Elle est arrivée tôt le lendemain matin avec 2 grosses valises et un sac de sport en main. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'être bien apprêté, elle avait l'air négligée, cheveux en bataille, vêtements froissés, des yeux fatigués comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Mon amie Déborah n'était pas ravie. Elle se souvenait de chaque insulte qu'Amanda m'avait adressée, chaque blague cruelle, en particulier celle qui la concernait. Elle ne s'était jamais bien entendue et maintenant elle devait partager une maison. Au début, Amanda sortait à peine de la chambre d'amis. Elle parlait peu, et évitait de nous regarder, hissant comme si la tension n'existait pas. Il était évident qu'elle se sentait humiliée, mais encore plus évident qu'elle n'avait nulle part où aller. Mes parents furent rapidement au courant. Maman a d'abord appelé avec une voix douce et mielleuse, feignant que ce n'était qu'un contrôle aléatoire. Elle ne m'a pas remercié, pas d'excuses, juste un compliment faux sur ma générosité. Papa appela plus tard, ne prenant même pas la peine de feindre. Il a essayé de me convaincre de renvoyer Amanda vivre chez eux, et c'est alors que j'ai compris ce que tout cela signifiait vraiment. Depuis longtemps, Amanda avait été leur fierté, leur exemple de réussite, leur manière de montrer qu'ils avaient élevé une personne qui avait réussi. Maintenant, elle était chez moi, dépendant complètement de moi, nécessitant mon soutien. Le retournement de situation était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas gérer. Cela faisait des années qu'ils me traitaient de déception et maintenant leur fille préférée échouait pendant que moi, j'avais construit une vie stable. Ils n'étaient plus mal à l'aise, mais en panique. La vraie surprise est arrivée quelques jours plus tard. Amanda était dans la cuisine, discutant tranquillement au téléphone avec ma mère. Sa voix était douce, mais pas suffisamment basse pour que je ne puisse pas l'entendre. Je n'essayais même pas d'écouter, mais le son de la voix de ma mère résonnait clairement à travers le haut-parleur. Elle disait à Amanda de me demander de l'argent. Au début, j'ai pensé que j'avais mal compris, mais ensuite ma mère continua à parler, demandant à Amanda de découvrir combien elle avait, si elle pouvait leur donner un peu d'argent. Cela m'a frappé de plein fouet, comme si on m'avait frappé avec une pelle. Ils se moquaient de moi lorsque j'étais à sec. Ils se moquaient de moi parce que je n'étais pas aussi réussi qu'Amanda. Maintenant qu'Amanda n'avait rien, ils n'étaient pas seulement attristés par sa chute, ils cherchaient une nouvelle banque, et d'une manière ou d'une autre, celui qu'ils avaient toujours méprisé était devenu leur meilleure chance. Je ne savais pas ce qu'Amanda dirait. Elle semblait prise au piège, coincée entre les aider et s'accrocher à la petite fierté qui lui restait. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte avec une certitude absolue que j'avais passé la majeure partie de ma vie à être le bouffon. Maintenant, j'étais celui dont ils avaient besoin et je n'allais pas les laisser me traiter comme ils avaient traité Amanda. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas crié, je me suis simplement retourné et suis sorti de la cuisine, laissant Amanda derrière moi, toujours avec le téléphone à la main, écoutant la voix de ma mère. Elle a dû savoir que j'avais entendu chaque mot car peu de temps après, elle est entrée dans le salon.
Elle semblait inquiète, comme si elle pensait que j'allais crier, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, si jamais tu essaies de me soutirer de l'argent pour eux, fais tes valises et pars. Elle n'a pas discuté, a acquiescé légèrement et s'est retournée. Mais après ce moment, tout a changé. L'atmosphère dans l'appartement s'est complètement modifiée. Amanda, qui avait autrefois agi comme si j'étais en dessous d'elle, avait désormais l'air incertaine. Elle n'était plus audacieuse, elle n'était plus cette personne qui faisait des remarques sarcastiques à chaque repas de fête. Elle était silencieuse, mal à l'aise et, pour la première fois, mal à l'aise dans sa propre peau. Déborah ne lui a pas facilité la tâche, ne disant rien de désagréable, mais ne faisant pas non plus d'efforts pour être gentille. Au contraire, elle évitait complètement Amanda, passant son temps dans notre chambre ou trouvant des excuses pour s'en aller chaque fois qu'Amanda était près. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Elle avait toutes les raisons de détester la tournure des événements. Le véritable drame a commencé quelques jours après. Mes grands-parents m'ont appelé et m'ont demandé de venir dîner. Ils n'ont pas expliqué grand-chose, mais j'ai pu sentir que quelque chose d'étrange se tramait. Quand je suis arrivé, tout est devenu clair. Amanda était assise à la table avec un air misérable. Mes parents étaient également là, le visage fermement irrité. Ce n'était pas un dîner normal, c'était un piège. Dès que je me suis assis, mon père a commencé un discours sur l'obligation familiale, sur le fait que nous devions tous nous entraider. Puis ma mère ajouta qu'Amanda avait donné tant au fil des années et qu'il était désormais de ma responsabilité de lui rendre. Je me suis reculé, suis resté silencieux et les ai laissés continuer. Ils ne faisaient même plus semblant. Ils demandaient de l'argent tout en essayant de le déguiser en amour et en unité, mais je voyais clair dans leur jeu. Amanda avait été leur distributeur automatique pendant des années. Maintenant qu'elle était ruinée, ils se débattaient et, d'une certaine manière, j'étais devenu leur prochaine planche de salut financière. Je les laissais parler un peu, agissant comme si cela m'intéressait, mais lorsqu'ils s'arrêtèrent et attendirent une réponse, je me contentais de sourire et de dire que je n'étais pas intéressé. Un silence complet s'ensuivit. Le visage de mon père se radoucit sous la colère. Ma mère tenta de rattraper le coup, prétendant que ce n'était pas une question financière, qu'il cherchait seulement un soutien émotionnel, mais ses yeux trahissaient son désespoir croissant. Alors quelque chose se produisit que personne n'attendait. Ma grand-mère, qui était restée silencieuse tout au long de la conversation, intervint soudainement. Elle regarda mes deux parents et leur demanda exactement combien d'argent Amanda leur avait donné au fil des ans. Elle voulait savoir la somme totale qu'ils lui avaient soutirée. Personne ne répondit, alors elle continua. Elle leur fit remarquer comment ils avaient passé des années à présenter Amanda comme leur plus grande réussite tout en drainant discrètement son compte bancaire. Elle leur rappela comme ils m'avaient humilié encore et encore pour ne pas être suffisamment riche ou réussi, tout en comptant en silence sur le salaire de leur fille pour que les choses continuent à fonctionner. Et maintenant qu'Amanda ne pouvait plus porter ce poids, il revenait soudainement vers moi. Elle cessa de poser des questions après cela. Elle était furieuse. Puis mon grand-père intervint également. Il secoua la tête en les désapprouvant et les critiqua pour avoir exploité leurs propres enfants. Je me suis simplement assis là, à regarder tout s'effondrer. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celui à blâmer. C'étaient eux. Mes parents tentèrent de justifier leurs actions, d'altérer l'histoire, mais il était trop tard. Mes grands-parents avaient enfin vu qui ils étaient vraiment, et Amanda aussi. Elle ne les défendait pas, ne disait rien, restant juste assise à la table en regardant ses mains. Pour la première fois, elle comprit réellement ce qu'il lui avait fait et je vis quelque chose de différent dans ses yeux, du remords. Après que mes grands-parents les aient confrontés, le dîner se termina dans un silence horrible. Ma mère à peine touchait son assiette. Mon père continuait de tapoter ses doigts sur la table. Amanda semblait vouloir disparaître. Personne ne les avait jamais défiés de cette manière, spécialement pas devant la famille. En rentrant chez moi, je trouvais Amanda déjà là. J'avais supposé qu'elle se cacherait dans la chambre d'amis, comme elle l'avait fait toute la semaine, mais au lieu de cela, elle était assise sur le canapé, les yeux rivés au sol. Je n'ai rien dit et je suis directement allé à la cuisine. Puis elle parla. « Tu avais raison, dit-elle d'une voix basse. » J'ai fait une pause. Elle n'a pas levé la tête, mais continua à parler. Elle a dit qu'elle avait enfin compris ce qui se passait depuis tout ce temps. Elle admit qu'il l'avait utilisée, lui avait pris tout ce qu'elle avait et qu'une fois qu'elle était vide, il l'avait jetée comme un déchet. Elle confessa qu'elle m'avait méprisé tout ce temps.
Elle avait été aussi aveugle que... Je ne savais pas quoi répondre. Pendant des années, j'avais espéré qu'elle prenne conscience de la vérité, mais maintenant qu'elle l'avait fait, je ne savais pas comment me sentir. Puis elle ajouta quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Ils croient toujours que tu vas leur donner de l'argent. Mon estomac se retourna. Après que le dîner soit terminé, mes parents avaient isolé Amanda et lui avaient dit de continuer à me pression. Ils pensaient que c'était juste des caprices et que, finalement, je céderais. Ils lui avaient demandé de me convaincre que c'était mon devoir d'aider la famille. Et ce fut alors que je réalisai que cela n'était pas fini. Non seulement j'allais refuser, mais j'allais mettre un terme à ces manipulations. Le lendemain matin, je conduisis sans prévenir jusqu'à leur maison. Mes grands-parents y résidaient toujours et, lorsque ma grand-mère ouvrit la porte et me vit à l'extérieur, elle m'observa avec tristesse, comme si elle savait déjà ce que j'étais venu faire. Je dirigeai directement vers le salon. Mon père était assis avec un journal. Ma mère était au téléphone. Tous deux levèrent les yeux, surpris par ma visite inattendue. Je ne me suis pas attardé, j'ai dit directement que je connaissais toute la vérité. J'ai déclaré que j'étais conscient qu'Amanda avait financé tout leur mode de vie. J'ai dit que je savais qu'ils l'avaient abandonnée dès qu'elle avait manqué d'argent et que maintenant, ils me voyaient comme leur prochaine source de revenus. Ils tentèrent de mentir, mais je ne les laissais pas faire. Je leur dis que tout était terminé. Puis je les frappais avec quelque chose dont ils n'étaient pas préparés. Je coupais tous les liens. Je ne disais pas seulement non à leur demande d'argent, je me retirais complètement de leur vie. J'en avais assez qu'ils se moquent de moi. J'en avais assez d'être celui qui n'intéressait personne à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. Le visage de ma mère perdit toute couleur. La mâchoire de mon père se crispa au point que je pensais qu'elle allait casser. Aucun d'eux ne pouvait parler. Alors, juste au moment où je me retournais pour partir, ma grand-mère se leva et dit quelque chose qui changea tout. Elle déclara qu'elle aussi en avait fini. Elle leur fit savoir qu'elle avait honte de la façon dont ils avaient traité leurs propres enfants, comme s'ils n'étaient utiles que lorsqu'ils donnaient de l'argent. Puis, elle dévoila la plus grande surprise de toutes. Elle et mon grand-père avaient déjà discuté. Ils étaient en train de mettre à jour leur testament. Tout ce qui devait aller à mes parents leur serait retiré. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient des biens à transmettre, mais apparemment, c'était le cas et mes parents ne recevraient rien. Les yeux de ma mère s'agrandirent, tandis que mon père se leva en sursaut, fou de rage, mais ma grand-mère n'avait pas fini. Elle se tourna vers moi et dit, « À partir de maintenant, si quelqu'un doit recevoir ce que nous laissons derrière nous, ce sera toi. » Je ne voulais rien recevoir d'eux, ni argent, ni bien, rien du tout. Mais ce moment, la peur sur les visages de mes parents, cette panique lorsqu'ils réalisèrent qu'ils avaient tout perdu, c'était le moment que je n'oublierai jamais. C'était la véritable fin. Et ainsi, je sortis par la porte. Je pensais que les coupés seraient une expérience massive, comme une conclusion dramatique à des années de douleur, mais ce ne fut pas le cas. Cela se révéla apaisant, simple, comme si je fermais silencieusement une porte derrière moi, une porte par laquelle je n'aurais plus jamais à repasser. Au départ, je pensais qu'il réagirait. Ce n'était pas le genre de personne à accepter un refus en silence. Et j'avais raison. Le lendemain matin, ma mère m'appela 8 fois de suite. Lorsque je ne répondis pas, les messages commencèrent à arriver. De longs textes pleins de culpabilité, de fausses préoccupations et de manipulations émotionnelles. Elle disait que j'étais égoïste, que la famille doit rester unie, qu'elle ne pouvait pas croire que je leur fisse cela. Elle essaya tout. Culpabilité, chantage émotionnel, accusant même mes grands-parents de me monter contre eux. Puis vint le message de mon père. Exactement ce que j'attendais. Agis comme un adulte. Appelle-moi quand tu auras cessé d'être dramatique. C'était presque risible à quel point ils étaient prévisibles. Ils ne cherchaient pas à résoudre quoi que ce soit, ils détestaient juste perdre le contrôle. J'ai donc bloqué les deux, et cela fut la paix. Pour la première fois depuis longtemps, tout était calme. Plus de voix, plus de pression, plus de jugement. Même Amanda semblait plus légère sans cela au-dessus d'elle. Elle commença à sembler normale. Elle gardait ses distances, mais quelque chose avait changé. Elle était plus douce, moins arrogante. Elle s'excusa même auprès de Déborah. Elle dit qu'elle avait été odieuse sans raison. Même si cela ne guérissait pas tout le mal, c'était plus que ce que j'avais espéré de sa part. Puis, une semaine après, elle me dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas.
Elle partait, non seulement de ma maison, mais de toute la ville. Elle avait trouvé un nouveau travail dans un autre état, pas quelque chose d'élégant, pas un emploi prestigieux, juste quelque chose de stable, quelque chose avec lequel reconstruire. Elle dit qu'elle avait enfin compris que rester proche de nos parents ne lui permettrait jamais de guérir. Ils l'avaient dépossédée, l'avaient détruite émotionnellement et, au moment où elle ne pouvait plus subvenir à leurs besoins, ils l'avaient mise de côté. Elle avait fini d'être leur marionnette. Au début, je restais sans voix. Pendant si longtemps, elle avait été celle qu'ils glorifiaient sans cesse, celle qui obtenait tout sans effort. Maintenant, elle ne possédait plus rien d'autre qu'un sac et une ardoise vierge, et pour la première fois, elle ne me demandait pas d'aller la sauver. La nuit précédant son départ, elle s'assit à mes côtés sur le canapé, regardant ses doigts comme si elle voulait dire quelque chose. Après un long silence, elle me regarda enfin et dit, « Tu as toujours été le plus fort. » Je ne répondis pas, peut-être qu'il n'y avait rien à dire. Le lendemain, elle prit ses bagages et partit sans autre forme de procès, sans supplication, juste un doux adieu. 2 semaines passèrent et mes grands-parents m'appelèrent. Mes parents étaient retournés auprès d'eux, désespérés de recevoir de la sympathie. Ma mère avait commencé à appeler souvent, faisant semblant de se soucier. Mon père agissait comme s'il essayait de redevenir le fils parfait. Ils étaient en panique, mais mes grands-parents ne se laissaient pas berner. Mon grand-père dit que lorsque ma mère commença à laisser entendre qu'il devait réparer les choses, ce qui signifiait clairement revenir sur le testament, il se braqua instantanément. Ils reçoivent juste ce qu'ils ont donné, me dit-il. Et cela fut le dernier mot que je reçus à leur sujet. Je ne repassai plus jamais du temps avec mes parents. Je pensais que cela pourrait me blesser. Je pensais que peut-être je les manquerais ou que je me demanderais si j'avais pris la mauvaise décision, mais honnêtement, je me sentais plus léger que jamais. Ils m'avaient fait sentir inutile toute ma vie et pour la première fois, je savais que j'étais bien plus que suffisant. Ils voulaient leur fille chérie. Étonnamment, ils avaient mal choisi. Pour finir, une petite mise à jour. Cela fait quelques mois que j'ai coupé les ponts. Je ne pensais pas écrire à nouveau, mais quelque chose d'inattendu est arrivé. Amanda s'en sort en réalité très bien. Mieux que je ne l'avais imaginé. Nous ne sommes pas super proches, mais elle m'envoie parfois des messages. Elle a un emploi normal, pas glamour, pas très bien payé, mais il est stable, et elle semble sereine. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie. Cela m'a surpris. Elle a révélé qu'elle travaillait pour défaire toutes les années de contrôle, de culpabilité et de pression qu'elle avait subies en étant la préférée. Elle a même admis qu'elle avait honte de la façon dont elle m'avait traité. Jamais je n'aurais pensé entendre cela, mais me voilà. Et maintenant, la partie que je n'avais pas vue venir, mes parents s'effondrent. Ils ne dépendaient pas seulement d'Amanda pour une aide occasionnelle, ils étaient submergés par les dettes et elle les avait secourus bien plus que je ne l'aurais imaginé. Mes grands-parents firent quelques vérifications et découvrirent que mes parents avaient refinancé leur maison plusieurs fois, avaient accumulé des prêts et vivaient bien au-dessus de leurs moyens. Les revenus d'Amanda étaient les seuls à les empêcher de sombrer, et maintenant qu'elle était partie, la réalité les avait enfin rattrapés. D'abord, ils ont supplié la famille élargie, mais cela n'a pas fonctionné. Ensuite, ils ont essayé de manipuler mes grands-parents avec la culpabilité encore une fois. Cela échoua également. Alors ma mère intenta une autre méthode. Elle m'envoya un email, long, dramatique, rempli de fausses préoccupations. Elle écrivait qu'elle et mon père étaient sur le point de tout perdre et que, en tant que fils, j'avais le devoir de les aider. Elle inclut tous les bons vieux stratagèmes émotionnels, parlant de liens familiaux, prétendant qu'ils avaient fait tout leur possible et, finalement, disant, un vrai homme prend soin de ses parents. Je ne répondis jamais. Une semaine plus tard, mon père envoya son propre message, plus court, encore plus ridicule. Tu penses que tu as gagné, mais un jour tu le regretteras quand nous serons morts. Je lus 2 fois et me mis à rire, car la vérité, c'est que si j'avais gagné, ce n'était pas d'une manière vengeresse, mais de la seule façon qui importait, je n'avais plus besoin d'eux. Ils avaient passé des années à me convaincre que je ne serais jamais assez bon. Maintenant, c'était eux qui s'effondraient et moi, tout allait bien. Et le mieux de tout, pour la première fois de ma vie, je me moquais de ce qu'ils pensaient.